Pour introduire l'explication linéaire de la rencontre du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut dans le roman de l'abbé Prévost, vous pouvez commencer par dire tout simplement que ici, l'abbé Prévost nous raconte une histoire d'amour, une histoire d'amour impossible, interdite, qui transgresse les règles, parce que Manon Lescaut est une fille du peuple et le Chevalier des Grieux est un noble, un aristocrate. Et pour cette raison, le roman a fait scandale. Pour cette raison et aussi pour le contenu du livre, qui semble parfois se plaire et plaire au lecteur, justement parce qu'il raconte cet amour immoral, cet amour condamné par la société, par l'opinion publique. L'abbé Prévost, d'ailleurs, s'est enfui en Hollande à cause de son désaccord, notamment avec les dogmes religieux. Il a été homme d'église, mais au moment où il écrit Manon Lescaut, il est exilé en Hollande. Pour situer le passage, on est au début du roman, et on va assister à une scène stéréotypée dans les romans d'amour, qui est celle de la rencontre amoureuse. On s'y attend, puisque le titre du roman, le titre original, c'était l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. C'était pas simplement Manon Lescaut. On s'attend donc à ce que cette rencontre ait lieu et qu'elle nous soit racontée. Donc c'est un stéréotype littéraire ici qui est rendu original, très original même, par l'abbé Prévost, parce que sans trop en dire, il va annoncer la fin du roman. Je vais passer à la lecture du texte. J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Hélas, que ne le marquai-je un jour plus tôt? J'aurais porté chez mon père toute mon innocence. La veille même de celui que je devais quitter cette ville, étant à me promener avec mon ami qui s'appelait Tiberge, nous vîmes arriver le coche d'Arras, et nous le suivîmes par curiosité, jusqu'à l'auberge où ces voitures descendent. Nous n'avions point d'autre motif que de savoir de quelle personne il était rempli. Il en sortit quelques femmes qui se retirèrent aussitôt. Il n'en resta qu'une, fort jeune, qui s'arrêta seule dans la cour, pendant qu'un homme d'un âge avancé, qui paraissait lui servir de conducteur, s'empressait pour faire tirer son équipage des paniers. Elle était si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes et à qui il n'était peut-être jamais arrivé de regarder une fille pendant 1 minute, moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouve enflammé, tout d'un coup, jusqu'au transport. J'avais le défaut naturel d'être excessivement timide et facile à déconcerter, mais loin d'être arrêté alors par cette faiblesse, je m'avançai vers la maîtresse de mon cœur. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut le compliment honnête que je lui fis sans paraître embarrassée. Je lui demandai ce qui l'amenait à Amiens, et si elle y avait quelques personnes de connaissance. Elle me répondit ingénument qu'elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. L'amour me rendait déjà si éclairé depuis un moment qu'il était dans mon cœur que je regardais ce dessein comme un coup mortel pour mes désirs. Je lui parlais d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments, car elle était bien plus expérimentée que moi. C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent, et pour arrêter sans doute son penchant au plaisir, qui s'était déjà déclaré et qui a causé dans la suite tous ses malheurs et les miens. C'est donc une scène de rencontre pour le moins originale parce que déjà, elle a lieu entre 2 personnes qui ne sont pas du même rang. On l'a déjà dit, le chevalier et Manon. Et c'est aussi une rencontre malheureuse, une rencontre tragique, dont la morale ici est très ambivalente. En tout cas, le questionnement moral qu'il pose est pour le moins troublant. Derrière cette annonce tragique d'une fin malheureuse, pour le chevalier et pour Manon, on a aussi un effet de suspense qui tient en haleine le lecteur. La question n'est pas de savoir si ça va finir bien ou mal, on apprend que ça va finir mal. Mais comment et pourquoi? Par quelle péripétie on va passer pour arriver à cette fin donc de tragédie? La problématique qu'on va poser est comment cette passion amoureuse originale annonce-t-elle une passion funeste? Pour distinguer les mouvements de ce texte, on va en trouver 3, avec d'abord la préparation de cette rencontre, dont il est clair qu'elle est due au hasard. Elle est complètement fortuite, cette rencontre. Ensuite, le deuxième mouvement, c'est le récit d'une apparition bouleversante, celle de Manon Lescaut aux yeux de des Grieux. Une apparition qui va bouleverser sa vie jusqu'à ce qu'il dise qu'elle est la maîtresse de son cœur. Ça va être le deuxième mouvement. Et puis, le dernier mouvement, c'est la suggestion au lecteur de ce qui va suivre et de cette annonce tragique à travers
ou juste après, le premier dialogue de Manon et du chevalier, qui nous est raconté ici d'une manière spéciale, parce que c'est au discours, elle est rapportée au discours indirect. Le passage commence par un plus que parfait, j'avais marqué. Donc c'est pas le temps du récit, on est avant le temps du récit. Et l'expression marquer son départ ici veut dire j'avais décidé mon départ. J'avais choisi ce moment-là pour partir d'Amiens, c'est ce qu'il dit ici. Donc il est dans cette ville du nord de la France, et le chevalier des Grieux nous dit tout de suite qu'il aurait préféré ne pas vivre cette rencontre. Ou en tout cas, ce qui va se passer, il le regrette. Et il regrette aussi, il le regrette vis-à-vis de son père, donc vis-à-vis de sa famille. Le « hélas » qui est une interjection de plainte qui exprime bien ce regret justement. Et le conditionnel aussi, j'aurais porté chez mon père toute mon innocence, participe de cette expression du regret. Et si Des Grieux dit qu'il aurait été innocent, sans ce choix du moment du départ d'Amiens, ça veut dire qu'il se sent coupable, ça veut dire qu'il est coupable de ce qu'il va raconter. Le récit commence alors et on trouve un Des Grieux sans occupation. Lui et son ami Tiberge, qu'il mentionne ici, ne sont pas occupés, s'ennuient en quelque sorte, et c'est pour ça qu'il décide de suivre ce coche. Le coche, c'est une sorte de calèche, ou plutôt une diligence, pour une comparaison un peu plus précise. C'était les bus de l'époque, si l'on veut, les moyens de transport collectif ici. Et c'est aussi, il le dit, par curiosité, que les deux amis décident de suivre ce coche. Et ça rappelle que la curiosité est un vilain défaut, ça fait écho à ce proverbe. Et ça nous met sans doute sur la voie de la morale, tout comme la mention de l'innocence qu'on a eue plus haut. Le lecteur est amené justement à juger si le chevalier des Grieux a bien ou mal agi, sachant que le chevalier des Grieux, lui, se condamne ou fait mine de se condamner. C'est bien à cause de sa curiosité, ici en tout cas, qu'il va perdre son innocence. D'abord, il mentionne des femmes qui sortent de ce coche sans les déterminer précisément, sans les définir précisément. Il dit quelques femmes, et d'ailleurs, elles se retirent de la scène, du décor, où aura lieu sa rencontre amoureuse. Parce qu'on passe au deuxième mouvement, c'est-à-dire à la rencontre d'une Manon qui est très mystérieuse. Et ce moment devient très précis lorsqu'il passe au passé simple. Il n'en resta qu'une, fort jeune. Ici, la narration va passer à des détails beaucoup plus précis et le temps va comme s'arrêter lors de ce coup de foudre. Justement, Manon elle-même s'arrête, c'est le deuxième verbe au passé simple. Une des valeurs du passé simple, c'est qu'il peut dire des actions au passé qui ont lieu dans un temps très court. Et donc là, c'est ce qui se passe. Son intérêt, et l'intérêt du lecteur aussi, est complètement tourné vers les détails des actions de Manon. Cela met Manon au premier plan, et c'est déjà une manière de la faire surgir parmi la foule comme un personnage unique et très original. Pour l'instant, sa beauté n'est pas encore évoquée, mais ça ne va pas tarder. Donc, cette mise en scène va vraiment valoriser la beauté de Manon lors de cette rencontre, lorsque le chevalier des Grieux va parler très subjectivement en mentionnant son caractère charmant ici. Et il le fait dans une phrase dont la structure intensifie, met l'emphase sur son caractère charmant pour dire à quel point cette beauté de Manon transforme le personnage principal, le personnage narrateur qu'est Des Grieux ici. Même si Des Grieux est hermétique à l'amour, et surtout même s'il n'a pas d'attention pour les femmes d'habitude, ici il ne peut pas faire semblant de ne pas l'avoir. Et c'est une première pour lui. Il n'avait jamais pensé à la différence des sexes. Il n'avait jamais pensé à la différence des sexes. Ici on a un retour du plus que parfait, donc qui renvoie à une période révolue de la vie du chevalier des Grieux là. Et donc là, le sous-entendu, qui est très évident d'ailleurs, c'est qu'il a du désir pour Manon, et un désir immédiat.
Bon, il y a peut-être une forme d'exagération dans le fait qu'il n'avait jamais pensé à la différence des sexes. En tout cas, c'est une manière de réinsister sur son innocence avant cette rencontre, pour une forme de pureté, oui, qui est hyperbolique ici, hein, comme s'il ne remarquait même pas la différence entre femme et homme avant de voir Manon comme si c'était la première femme de sa vie, mais pas dans le sens la première amoureuse, littéralement la première femme féminine du sexe féminin de sa vie. Et même, il n'avait jamais vu l'intérêt de regarder longtemps une fille, de la contempler. On comprend bien que c'est le désir, hein, qui motive ici ce regard. Et il est comme hébété, là, le temps s'arrête, hein. C'est pendant plus d'1 minute au moins qu'il regarde Manon Lescaut. Et ici, il reprend en insistant sur sa subjectivité, et aussi parce qu'il avait commencé sa phrase il y a longtemps, hein, et ses propositions subordonnées relatives, ces 2 propositions subordonnées relatives étaient assez longues, donc ça mérite de reprendre le sujet ici, avec ce pronom tonique de la première personne « moi ». Il va à nouveau d'ailleurs faire une proposition subordonnée relative, pour insister sur son innocence qui était publique, tout le monde admirait la sagesse et la retenue du chevalier. Eh bien, voilà la fin de la phrase qui arrive. C'est le coup de foudre. Je me trouve enflammé tout d'un coup, jusqu'au transport. C'est la définition même du coup de foudre. Le transport, hein, ça n'a aucun rapport avec le coche ni aucun autre moyen de transport. Ici, transport veut dire, vous l'avez sans doute compris, veut dire un amour intense ou un désir très intense. Le défaut qu'il avait va être corrigé par Manon, par cette rencontre en tout cas, avec Manon qu'il ne connaît pas encore vraiment. C'est qu'il va surmonter cette timidité, mais sans effort ici. Il est loin d'être arrêté par cette faiblesse. Sans effort, il est comme fasciné, captivé et transformé par ce coup de foudre qu'il vient de vivre. Et regardez comment il désigne Manon par une périphrase qui annonce, avec une forme d'hyperbole aussi, l'amour qui déjà s'est complètement emparé, la passion qui le brûle déjà. C'est la maîtresse de son cœur. Oui, il se livre très vite, en tout cas émotionnellement, il est très vite engagé dans cette relation alors qu'ils ne se sont pas parlé. Et pour commencer l'étude du 3e mouvement, eh bien, il y a une donnée importante qui nous est livrée ici par la narration, c'est qu'il est plus jeune. Et on avait compris que son innocence était celle d'un enfant, en tout cas aux yeux de l'amour, il est encore enfant sur ce plan-là, sur ce terrain-là. Mais Manon, elle, est déjà plus expérimentée que lui. Elle n'est pas embarrassée des compliments, des flatteries qu'il lui fait. Le compliment honnête ici qu'il lui fait, c'est un discours rapporté au style indirect libre. Ça veut dire qu'il dit qu'il lui parle et il nous rapporte le contenu de ses paroles en le reformulant et en le résumant. Mais on ne sait pas exactement quel est ce compliment honnête. D'ailleurs, on peut douter de l'honnêteté de ce compliment. Ce compliment, il est peut-être déjà un compliment très audacieux. Très amoral et malhonnête. C'est sans doute une séduction, une tentative de séduction, peut-être maladroite. C'est la première fois qu'il séduit, qu'il tente de séduire une femme. Donc, ce compliment, en tout cas, n'embarrasse pas Manon Lescaut, ne la gêne pas, parce qu'elle est expérimentée, contrairement à lui. Toujours au discours indirect libre, le dialogue nous est raconté de manière très efficace, et on apprend, lecteur comme le chevalier des Grieux, en même temps qu'elle est envoyée dans un couvent. Elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. Et c'est avec ingénuité, cet adverbe ingénument aussi doit être commenté, parce que une ingénue, c'est une innocente, c'est une femme qui est pure et qui n'a pas d'idée derrière la tête. Ce ingénument est sans doute ici l'interprétation du jeune chevalier. Ici, c'est pas le narrateur futur. Ici, c'est l'impression qu'a eu le jeune chevalier des Grieux que c'était ingénu. Mais peut-être que Manon déjà a
en tête l'idée que grâce au Chevalier des Grieux, elle pourrait échapper à cette vie de religieuse dont elle n'a peut-être pas envie, dont elle n'a sûrement pas envie, puisque elle lui dit c'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent. Donc ce discours indirect libre qui continue ici confirme qu'elle n'a pas spécialement envie d'y aller. Enfin, même malgré elle, ça veut dire que non, elle n'a pas du tout envie d'y aller. Et Desgrieux a encore moins envie que Manon d'aller, qu'elle devienne religieuse, avec une nouvelle hyperbole, un coup mortel pour mes désirs. Contrairement aux pensées de Manon, auxquelles on n'a d'ailleurs pas accès, les pensées de Desgrieux sont celles d'un amoureux transi. Il n'hésite pas à employer des expressions hyperboliques qui en font un héros de tragédie, ou en tout cas un amoureux lyrique qui rapporte ses émotions de manière excessive. Et encore une fois, le discours indirect libre est remarquable ici, puisqu'il lui parle d'une manière qui lui fait comprendre ses sentiments, mais on n'a pas accès, on ne sait pas exactement comment il lui a fait comprendre ses sentiments. En tout cas, on sait que c'est parce que Manon Lescaut a de l'expérience qu'elle comprend le sous-texte, ou qu'elle comprend que il est en train de dévoiler, de déclarer sa flamme déjà, ou plutôt de déclarer en tout cas son désir de la séduire. Et les dernières lignes livrent au lecteur énormément d'informations importantes qui ne sont pas précises, et donc qui de ce fait instaurent un suspense, un désir de savoir ce qui se passe, ce qui va se passer. Le penchant au plaisir de Manon qui est évoqué ici, qui est la raison pour laquelle elle va dans un couvent contre son gré, c'est une manière de dire qu'elle a déjà eu des amours, notamment des relations charnelles, sans doute. Et ce désir, oui, donc, c'est déjà déclaré, même malgré sa jeunesse, elle a déjà cette mauvaise vie du point de vue de la morale, et cette mauvaise vie, on l'apprend ici, va causer les malheurs du chevalier et de Manon aussi. Donc ça annonce une union, ça annonce évidemment qu'ils ne vont pas se séparer maintenant. Ça nous donne très envie de savoir ce qui va se passer, tout en nous livrant déjà la nature de l'issue de cette histoire. Un destin funeste qui est annoncé par prolepse, ou autrement dit par anticipation, manière bien sûr de susciter la curiosité du lecteur, manière aussi de mettre le roman, le plaisir du roman, aussi en dialogue avec la question morale, la question du jugement moral, puisque ce penchant au plaisir doit peut-être être condamné, mais si on aime lire ces histoires de libertins, cette histoire d'infidélité, où Manon, par son penchant au plaisir, va entraîner le Chevalier des Grieux lui-même vers une forme de penchant au plaisir aussi. Donc ces transgressions des règles morales établies sont justement les réjouissances du lecteur. Donc ce coup de foudre qui déclenche la narration du récit, qui en est l'élément perturbateur ici, il met en avant le mystère de Manon. Il met en avant son mystère, mais il en dit quand même certaines choses, ce penchant au plaisir par exemple. Et son passé comme son futur, à Manon, est assez flou encore. Ceci dit, on sait que... on a accès aux défauts de Desgrieux et de Manon qui font le plaisir du lecteur, et surtout qui feront le plaisir du lecteur dans la suite du texte. Barry Lyndon, c'est un film de Stanley Kubrick, mais c'est aussi un roman à la base. Un roman d'un certain William Makepeace Thackeray, qui raconte l'histoire d'un tout jeune homme qui va tomber amoureux d'une femme de la haute société. Donc lui, qui est un roturier, qui s'appelle Barry, va tomber amoureux de Lady Lyndon. Le rapport déséquilibré des statuts sociaux est donc, comme dans Manon Lescaut, une des données importantes de cette rencontre amoureuse, mais à ce moment-là, Barry a déjà commencé son ascension, et donc ça fait qu'il peut séduire cette noble. Ça n'est pas complètement inconvenant,
c'est un roman qui paraît plus tard que Manon Lescaut, au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, mais qui, comme Manon Lescaut, met en scène une histoire qui a lieu au 18e siècle et qui met en scène ces personnages qu'on appelle les libertins, ces personnes qu'on appelle les libertins dans ce siècle, c'est-à-dire ceux qui entendent défier une morale qu'ils considèrent comme trop stricte et s'adonner au plaisir en priorité, comme Manon Lescaut et bientôt le Chevalier des Grieux. Voilà, c'est la fin de cette explication linéaire, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.